Eh bien, on va démarrer. Rebonjour à toutes et tous et bienvenue à nos fidèles et bienvenue aux nouveaux intervenants. Donc, je suis Isabelle Jeannot de Necoé. Donc, vous allez avoir un retour d'expérience voie de pionnier. Alors, pour ceux qui arrivent pour la première fois à voie de pionnier, je voudrais juste vous présenter rapidement de quoi il s'agit. Hop. Donc, Voix de pionnier, c'est un rendez-vous mensuel hein, qui a lieu tous les premiers vendredis du mois, où l'idée, c'est de vraiment permettre à un dirigeant d'expliquer son modèle économique. L'idée, il est de montrer que beaucoup de choses sont possibles dans la façon de faire entreprise et de faire économie. Et donc, c'est un moyen de montrer par l'expérimentation, par l'illustration, par le retour d'expérience de décideurs et de dirigeants, comment ils ont vécu cette expérience-là, qu'est-ce que ça a généré comme opportunité, quelles difficultés, mais aussi quelles motivations en sont ressorties. Donc, ce rendez-vous mensuel permet à chaque mois de donner la parole à des dirigeants de territoires très différents, puisque nous-mêmes, nous sommes basés en région Centre-Val de Loire, mais on travaille aujourd'hui à donner la parole à plusieurs témoins au niveau national. Donc, on va avoir un échange pendant une petite heure avec ce témoin. Donc, rappelez juste les consignes de fonctionnement pour que ce soit agréable et fluide pour tout le monde. C'est de couper vos micros le temps de l'intervention de l'interview, mais on n'est pas dans un webinaire non plus, on est dans une visioconférence. Donc, si vous avez envie d'interagir à un moment donné dans ce qui se dit, vous avez deux façons de le faire, soit via le chat, soit en levant la main. Et dans ce cas-là, on vous donnera au moment opportun la parole. On n'aura peut-être pas la possibilité non plus de permettre à tous de poser ces questions, de faire ces commentaires, puisqu'on est de plus en plus nombreux et le temps est restreint. On va faire au mieux. Donc aujourd'hui, c'est notre ami Sébastien Graal qui va prendre le relais et présenter notre témoin du jour. Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de nous avoir rejoints pour ce témoignage. Et donc oui, effectivement, sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Bonneau, qui est avec nous, et qui est président de la structure AIMA Autonomie, qui sera le sujet du coup de notre présentation aujourd'hui. Et donc Éric a un profil plutôt une formation en management et plutôt un profil de créateur d'entreprise et il a une longue expérience dans toutes les activités autour de l'aide à domicile et du soutien aux personnes âgées et ou en perte d'autonomie, puisqu'il a créé en 2006 un centre de Adapt Service, du réseau Adapt Service, qui est une structure d'aide à domicile. Puis, il a ensuite assuré la direction du développement de ce réseau de franchise Adapt Service et a contribué notamment à l'ouverture d'une centaine de centres en France. Et en fait, il a eu cette expérience-là jusqu'au rachat de ce réseau de structures par le groupe AXA. Et donc, en fait, AIMA Autonomie vient de sa rencontre en 2015 avec l'ergothérapeute Claude Dumas, avec qui ils ont créé tous les deux la structure Éco-Réseau. Et en fait, dans le cadre de cette structure, ils ont répondu en 2015 à un appel à projet de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Alors, vous verrez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sigles, mais on essaiera d'être le plus clair possible, c'est promis. Et en fait, cet appel à projet, à l'époque, c'était pour répondre à un constat. Un constat qui était le suivant, c'est que sur les produits remboursés par la Sécu, c'est-à-dire le matériel et les aides techniques pour le soutien des personnes à domicile, eh bien 25% de ces produits remboursés par la Sécu n'étaient pas utilisés par les personnes car pas adaptés, et 20 à 25% n'étaient pas utilisés car les personnes n'étaient pas formées à leur utilisation. Et donc, on se retrouvait avec un constat finalement d'usage qui ne satisfait pas les besoins des utilisateurs, alors même qu'on met en place des moyens pour leur fournir du matériel et de l'aide à domicile. Et donc, ce projet, petit à petit, a donné lieu à la création d'AIMA Autonomie, qui est une association qui émane de l'association AIMA
qui est un important réseau de recyclerie du Pays Basque et qui est dédié au réemploi solidaire. Et donc, Aima Autonomie est basée dans le département du 64 et compte aujourd'hui 7 salariés et propose aujourd'hui une offre globale d'accompagnement au bien vieillir avec le diagnostic à domicile par un ergothérapeute, la mise à disposition d'aides techniques et aussi une gestion circulaire de remise en condition, de réparation des aides techniques pour aussi améliorer l'impact environnemental de cette chaîne. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, puisque maintenant l'idée c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup Eric de témoigner avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être d'abord nous présenter le système actuel dans lequel on évolue en termes de soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie, autour notamment des aides techniques, et voilà, revenir sur tout ce que tout le système actuel et quelles sont les externalités négatives que ce système engendre. Voilà, donc si tu pouvais nous revenir là-dessus et nous préciser, donc c'est les déclencheurs qui t'ont décidé de passer à l'action en fait là-dessus. Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, merci pour ta présentation, Sébastien. À peu près, c'était clair. Comme tu l'as dit, en 2015, sur l'année 2016, avec Claude, on fait une étude préalable, mais nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y a aussi dans le processus le GIHP Aquitaine, enfin une grosse structure qui analyse ce marché et on arrive tous au même constat. Donc, il y a cette fameuse offre qui est une offre assez restrictive puisqu'elle est conditionnée par des remboursements de la sécurité sociale, mais de produits exclusivement inscrits à la liste des produits remboursés. Donc, c'est une liste contrainte, limitative, puisqu'on compte aujourd'hui plus de 30 000 produits produits au catalogue mondial qui peuvent répondre à des besoins spécifiques et permettre de personnaliser les interventions techniques. Malheureusement, en France, on a fait le choix de limiter en fait ce choix à environ 1500 lignes de produits qui contraignent finalement les intervenants à se limiter. Alors pourquoi ça les contraint à se limiter? C'est parce que si ça n'est pas dans la liste des produits remboursés, le système d'accompagnement financier de la sécurité sociale n'interviendra pas. Donc, ça va laisser des restes à charge qui sont souvent insupportables. Alors, juste une chose que n'a peut-être pas précisé Sébastien, en France, on travaille dans les aides aux personnes en perte d'autonomie, on travaille dans un système clivé. Je m'explique, moins de 60 ans, vous êtes une personne en situation de handicap, vous avez un système d'accompagnement qui est discutable et améliorable, mais qui va vous prendre en charge de façon à peu près correcte. Au-delà de 60 ans, vous n'êtes plus considéré comme une personne handicapée, vous êtes considéré comme une personne âgée. Et les personnes âgées sont très, très mal accompagnées sur tout ce qui est aide technique, voire pas accompagnées du tout financièrement. Sur prescription médicale, donc ils peuvent rentrer dans le cadre de la LPPR, mais sur tous les produits de prévention de chute, notamment de sécurisation de salles de bain, etc., trop souvent, ça laisse des restes à charge financiers considérables qui aboutissent à des renoncements à équipement. La LPPR, si tu peux préciser. Pardon, la liste des produits et prestations remboursés. Voilà. C'est la sécurité sociale qui, dans son loi de finances, définit une liste de produits. En dehors de ça, donc ces produits peuvent faire l'objet d'une prescription médicale, c'est-à-dire d'une ordonnance, mais en dehors de ça, vous devez faire l'acquisition de ces produits sans accompagnement financier, ce qui laisse donc sur les populations concernées, on parle des personnes âgées, je précise maintenant très âgées pour sortir du clivage 60 ans, puisqu'en France, à partir de 60 ans, vous êtes une personne âgée. Hein, donc, vous sortez des dispositifs d'accompagnement à l'autonomie pour le handicap. Mais bon, on vous demande de travailler maintenant bientôt jusqu'à 64 ans. Donc, voilà. Donc je vais parler, moi, de population très âgée. Donc, notre profil type de personne, c'est plutôt une femme entre 80 et 85 ans. Les hommes sont assez fréquemment décédés avant. Donc, plutôt une femme qui est en perte d'autonomie suite à un accident de la vie, une chute, etc., et qui va avoir besoin d'être un peu sécurisée dans ses déplacements, dans sa mobilité, dans ses actes de vie quotidienne. Alors, il y a des dispositifs d'aide humaine
mais qui sont rarement suffisants puisque les personnes ont besoin, pour rester autonomes, d'être accompagnées d'aides techniques. Et c'est donc les aides techniques à l'autonomie, ce qu'on appelle nous dans le jargon les ATA, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire à destination de personnes âgées, et la facilitation de l'accès à ces besoins pour limiter les risques de chute, pour faire en sorte que les personnes restent autonomes à domicile, pour faire en sorte aussi que l'aidant familial, qui a souvent le même âge lorsqu'il est encore là, ne soit pas mis en situation de fragilisation. Ça aide aussi les intervenants humains extérieurs, c'est-à-dire les intervenants professionnels. Ça limite les risques de troubles musculo-squelettiques lorsque les matériels sont adaptés. Donc, tout le sujet, en fait, d'AIMA Autonomie, c'était de trouver un dispositif qui permette de rendre accessibles ces aides techniques qui existent, mais qui, par un système, par un choix en fait d'accompagnement financier et de limitation de l'offre, a abouti à une conséquence, c'est que la France est 4 fois moins équipée que la plupart des pays européens ou anglo-saxons, Amérique du Nord, voilà, à domicile, donc parce que les personnes renoncent à s'équiper à cause des restes à charge ou tout simplement sont mal accompagnées, mal renseignées, etc. Autre paradoxe, Sébastien en a parlé, lorsqu'elles sont accompagnées au sein de la LPPR, comme ce sont des produits prescrits donc sur ordonnance, que les ordonnances sont produites par des médecins généralistes qui, eux, se reconnaissent volontiers incompétents dans le domaine des aides techniques, ils ne sont pas formés à ça, ils ne les connaissent pas. On se retrouve avec trop souvent des ordonnances qui sont établies, des produits qui sont remboursés, et puis lorsqu'on fait une évaluation ergothérapeutique, on se rend compte que en fait, la personne ne l'utilise pas, ce matériel. Elle ne l'utilise pas parce qu'il n'est pas adapté, mais elle a les personnes qui en font l'acquisition sont des vieilles personnes ou des aidants familiaux qui n'y connaissent absolument rien et qui ne sont pas des acheteurs éclairés. Donc, ils ne savent pas qu'on leur a fourni quelque chose qui est inadapté. En fait, ils ont l'impression que c'est la condition physique de la personne qui n'est pas adaptée au produit, alors qu'il devrait le raisonner dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, ce constat-là, il a été posé. Donc, on a été amené, nous, à réfléchir à comment pouvoir proposer une offre qui rende d'abord accessible l'aide technique judicieuse. Et ça, le premier constat, c'était de dire il manque en fait un professionnel dans la boucle, c'est l'ergothérapeute. Les ergothérapeutes sont des gens qui sont formés aux aides techniques, qui connaissent les aides techniques, qui sont formés aussi à appréhender l'environnement individuel de la personne, son environnement domestique, le bâti, ses habitudes de vie, etc. et prendre en compte tout ce contexte pour proposer l'aide technique adaptée à la perte d'autonomie de la personne, qui peut être la même sur 2 personnes différentes, mais les aides techniques ne seront pas proposées de la même façon parce que les organisations de vie peuvent être différentes. Si vous avez une personne qui continue à avoir une vie active ou sociale très, très, très active, elle peut avoir des besoins en mobilité qui sont supérieurs à une autre personne qui est plutôt casanière et sédentaire. Donc, tout ça doit être pris en compte. Et le premier constat qu'on faisait, c'est qu'il fallait absolument qu'on sorte de la liste des produits remboursés par la Sécu, parce qu'un ergothérapeute, s'il se libère de ça, se rend compte que dans la plupart des cas, il ne va pas trouver le produit. Il trouve le produit adapté, mais ce produit n'est pas à la LPPR. Et ça, c'est un problème parce que, évidemment, il y a le reste à charge. Donc, se dédouaner de la LPPR, mais en même temps faire en sorte que ça puisse être finançable sans une surcharge financière pour le financeur public. Et le deuxième constat qui nous a rendu les choses possibles, c'est que compte tenu de la population auquel ces produits s'adressent, en réalité, les temps d'usage de ces produits vont être relativement courts. Alors, au quotidien, mais aussi sur la durée. Quand on équipe une personne qui a 85 ans, le matériel adapté en instant T, 6 mois, 8 mois ou 1 an plus tard, il sera probablement plus adapté ou en tout cas, il devra être reconditionné. Donc, dans ce contexte actuel, lorsqu'on rembourse une aide technique, pour peu qu'elle soit adaptée et que la personne s'en serve, ce qui élimine déjà 50% des cas, mais dans les autres 50% des cas, pour peu que cette personne s'en serve, de toute façon, elle ne va pas s'en servir sur une durée très, très longue. Mais comme on est dans un système d'acquisition accompagné financièrement par la sécurité sociale, mais ça reste un système d'acquisition, donc la personne a été remboursée d'un produit, mais elle en est le propriétaire. Et
à partir du moment où elle n'en a plus l'usage, mais ce produit n'a pas de filière derrière de valorisation, donc se retrouve soit à la cave ou au grenier, soit va être mis en déchetterie. Plus rarement, maintenant, on commence à en voir apparaître sur le Bon Coin, par exemple, aussi. Hein, ça va être, voilà. Donc, à partir de ce constat-là, on a commencé à réfléchir, nous, sur des logiques ce qu'on appelle d'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire, plutôt que de rendre propriétaire un matériel, qui finalement qui reste un matériel accompagné financièrement par le denier public, c'est de dire on met à disposition ce produit, vous en avez la disposition pendant le temps d'usage nécessaire, et que ce soit 15 jours, que ce soit 1 an, ensuite on récupérera ce produit, on le contrôlera, on l'hygiénisera, on fera les réparations nécessaires, on s'assurera qu'il est en parfait état d'usage et on pourra le reproposer. Donc ça, c'est un élément important de notre dispositif. Donc, l'intérêt en fait de ce système-là, c'est que en fait, ça évite un gaspillage. Parce qu'il y a la dimension, là, c'est une dimension humaine, médico-sociale, c'est-à-dire que ça permet de répondre au plus juste aux besoins de la personne. On se dédouane d'une liste contrainte, on va chercher le produit au catalogue mondial. 30 000, ça permet de trouver les solutions. On propose ce produit. On le met à disposition en temps d'usage. Il n'y a pas de reste à charge financier pour la personne, puisqu'il n'y a même pas de demande financière de la personne. C'est l'accompagnement du produit est fait par le dispositif public. Ça, c'est la dimension médico-sociale. Ok, bon, merci beaucoup, Eric. Donc, du coup, là, pour résumer rapidement, donc, effectivement, on était arrivé avec un fonctionnement actuel qui propose que des produits de qualité assez médiocres, en tout cas en grande partie, parce qu'il y a ce souci de zéro reste à charge pour l'utilisateur. Et donc, du coup, des produits qui sont très souvent, quasiment plus produits en France non plus. Un taux d'équipement qui est très inférieur à d'autres pays, une profession d'ergothérapeute qui est pas reconnue alors qu'elle est essentielle pour justement identifier le besoin réel de l'utilisateur, et donc des besoins des utilisateurs qui ne sont pas satisfaits, et aussi un taux accru de chute à domicile et d'accélération de la perte d'autonomie. Donc ça, c'était effectivement le constat. Et donc du coup, tu as commencé un petit peu à en parler, mais si tu pouvais vraiment nous décrire très schématiquement votre offre, comment ça se passe de A à Z. Peut-être que ça pourra te revenir, peut-être que ça te permettra de revenir aussi rapidement sur le modèle scandinave ou québécois sur lequel vous êtes inspiré, sans trop passer des heures dessus, mais pour expliquer d'où vient l'inspiration aussi. Et, je vais commencer par ça, puis ensuite très rapidement décliner l'offre. En fait, le modèle, pour trouver des solutions sur le réemploi, on est allé voir des gens qui sont notoirement des références en fait dans l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est le monde, ce sont les Scandinaves et puis aussi le Québec. Il s'avère que Claude Dumas, mon associé ergothérapeute, a beaucoup travaillé avec l'Université de Laval au Québec, donc on avait des portes ouvertes. Donc on a pu faire ce constat, c'est que, à contrario de la France, au Québec comme dans les pays scandinaves, il y a plus d'ergothérapeutes à la ville qu'il n'y a même de kinés. En France, il y a très peu de kinés, il y a très peu d'ergots à la ville. Hein. Il faut rappeler ce chiffre quand même. 80% des ergots exercent en milieu hospitalier parce que il y a que là qu'ils sont payés. À la ville, il y a à peu près 20% d'ergots qui exercent, mais ils exercent généralement sur des spécialités de la petite enfance. On met de l'ergothérapie à domicile auprès des personnes âgées aujourd'hui parce qu'elle n'est pas prise en charge financièrement. Hein. Donc, elle se développe pas, bien que nécessaire. Alors, il y a quelques dispositifs qui ont fait des tentatives, mais enfin, c'est pas généralisé. Pour un ordre de grandeur, nous avons 20 ergots pour 100 000 habitants en France. Au Danemark, il y a 180 ergots pour 100 000 habitants. Hein. Voilà, alors la reconnaissance de l'ergothérapie commence à émerger. Il y a eu le rapport Chevalier de Normandie de la CNSA qui fait état de l'intérêt de l'ergothérapie dans la prescription des aides techniques. Enfin, ça émerge. Donc, on en est là. Nous, on a regardé ce qui se passait en Scandinavie. En Scandinavie, c'est un marché d'État. Au Québec, vous avez 40% des produits, des aides techniques qui sont mis à disposition sur le principe de l'économie de fonctionnalité.
Donc, je reprécise. Donc là, le circuit, puisque finalement, ce qu'on propose, nous, c'est la même chose. En fait, le circuit, c'est que sur demande de services sociaux ou sur demande hospitalière pour une sortie d'hospitalisation, nous faisons intervenir un ergothérapeute au domicile de la personne, systématiquement. Il y a une évaluation. On travaille aussi avec les intervenants médicaux hospitaliers, etc., et aussi avec les intervenants professionnels à la ville. Ça peut être l'infirmière libérale, ça peut être le kiné, ça peut être bien sûr les aides à domicile. Donc, on va évaluer le besoin en aide technique complémentaire de la personne, ce qui facilitera ça. Alors, je précise, c'est pour faciliter son maintien dans l'autonomie. C'est important, c'est pas toujours dans cette notion d'accompagner la personne à continuer à faire ce qu'elle pouvait faire et non pas à faire à sa place. Donc, l'accompagner à l'autonomie. Donc, on va proposer le matériel, faire les essais de matériel parce que il est important de les essayer en situation et s'assurer que la personne va être capable de s'en servir. Bon, et puis, à partir du moment où ça convient, on va laisser à disposition ce matériel. Donc, sans aucun reste à charge, sans aucune demande financière. Nous restons propriétaires de ce matériel, on met à disposition le matériel le temps d'usage nécessaire. Il y aura des réévaluations régulières, s'assurera que le produit correspond toujours. Éventuellement, il y aura des produits complémentaires. Dans le cas de sortie d'hospitalisation, en général, il arrive aussi heureusement fréquemment que les personnes aillent vers du mieux, c'est-à-dire qu'au départ, elles ont besoin d'un équipement peut-être un peu plus lourd, puis ensuite, on allège le dispositif. Donc, tout ça est rendu possible grâce au principe de l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est un service, en fait, l'aide technique n'est qu'une partie du dispositif. Donc, on prend en compte un service global qui est mettre un dispositif en place pour maintenir la personne dans le plus d'autonomie possible chez elle. Donc, ça, c'est gratuit pour la personne. C'est un coût quand même, et ce coût est pris en charge par, en fait, l'association AIMA Autonomie est une association qui se veut de mission d'intérêt général. On ne fait pas commerce de quoi que ce soit. Et ce dispositif est pris en charge par un dispositif particulier du département, par le pôle solidarité du département, qui accompagne financièrement AIMA Autonomie pour pouvoir mettre en place le service. Voilà. Ah, je ne t'entends pas. On a vraiment cette solution intégrée de biens et de services qui sont au service de l'autonomie des personnes, qui va effectivement le signalement par un service social divers, la visite d'un ergothérapeute, vous achetez des aides techniques qui sont adaptées et de bonne qualité, vous les mettez à disposition à titre gratuit, et puis ensuite vous récupérez les aides après fin d'utilisation, remise en condition, réhygiénisation et nouvelle mise à disposition, et tout ça dans une approche de accompagner les gens au bien vieillir, à bien vivre décemment avec sa perte d'autonomie, etc. Et pas du tout justement dans une logique de maintien à domicile, comme vous dites. Et donc du coup, effectivement, tu as commencé un petit peu à en parler. J'imagine que ça va être une question que pas mal de gens doivent se poser sur ce modèle de revenu. Donc, qu'est-ce que le département concrètement prend en charge? Et est-ce que du coup le modèle d'une certaine manière est pérenne là-dessus? Voilà, c'est peut-être les relations avec le département aussi. Oui, alors aujourd'hui, ce dispositif est porté à titre expérimental par un département, celui des Pyrénées-Atlantiques. Il est suivi, accompagné par la Caisse nationale de solidarité autonomie, puisque c'est un dispositif particulier de financement qui accompagne, ça s'appelle la conférence des financeurs, donc, dont font partie aussi bien la CPAM, l'agence, CPAM, bon, tout le monde connaît, la sécurité sociale, hein, donc, parce que là je vais parler un peu d'acronyme, donc on a la CPAM, on a évidemment en représentant donc le pôle solidarité du département, mais aussi la CARSAT et la MSA, les deux caisses de retraite. Bon, MSA plutôt sur le secteur agricole, mais les caisses de retraite, il y a la mutualité française, j'en oublie quelques-uns, il y a l'ARS, donc l'agence régionale de santé. Enfin, tous ces gens-là font partie de ce comité et décident d'accompagner des expérimentations qui ont des caractères innovants socialement, mais aussi innovants
au niveau d'un public cible que sont les personnes âgées, voilà, les personnes âgées au sens assez large du terme, mais très souvent sur des sujets de… Alors, je n'aime pas le terme, mais je vais l'employer quand même parce qu'il est d'usage maintenant, dans le cadre de maintien à domicile. Bon, je me méfie beaucoup de ce terme parce que maintenir à domicile une personne dont on ne compense pas les pertes d'autonomie, c'est créer un univers carcéral pour elle. On l'enferme chez elle avec une victime immédiate qui est l'aidant familial. Donc, on préfère parler d'accompagnement à l'autonomie, hein, donc quelle que soit la situation, et surtout la possibilité de rester chez soi. 9 personnes sur 10 préfèrent vieillir chez elles plutôt que de partir en établissement. Donc, c'est aussi d'un intérêt. Ce que je souhaite préciser dans le dispositif, parce que Sébastien en a parlé à 2 ou 3 reprises, mais je n'ai pas précisé, je dois le préciser. Les aides techniques de médiocre qualité, c'est une expression qu'on emploie. En fait, le problème, c'est qu'il y a une logique marchande contrainte de l'offre française, c'est que quand vous êtes vendeur aujourd'hui d'aides techniques, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, on travaille avec eux, quand vous êtes vendeur et qu'on vous contraint à un certain prix de sortie, qu'on organise le marché avec des prix de sortie contraints comme un fauteuil roulant, c'est remboursé 650 €. Mais si vous proposez des fauteuils à 1300 ou 1400 qui sont plus légers, plus adaptés sans doute, etc., mais vous avez du mal à les vendre parce que le remboursement, il n'est que de 650 et que le reste à charge est important. Donc, la grande majorité de la distribution s'est organisée pour coller au plus près sur les prix de remboursement sécurité sociale. Mais quand vous contraignez le prix de sortie, un marchand, lui, il a besoin de faire des marges pour faire du profit. Donc, il demande à son fabricant, à ses fabricants d'acheter moins cher. Et le fabricant qui a besoin, lui aussi, de faire ses marges, il a besoin de faire fabriquer moins cher aussi. Et c'est dans cette spirale négative qu'on a quasiment détruit la production française d'aides techniques parce que tout est parti à l'international et notamment l'usine du Monde, la Chine. On est un peu inondé de produits fabriqués par la Chine. C'est dans ce même temps-là, et la référence aux pays scandinaves de ce point de vue-là est importante, dans ce même temps, quand nous, on allait vers ce système contraint, les Scandinaves sont partis directement sur un système beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire nous, on prend en charge, mais comme on prend en charge, on veut que le temps d'usage qui va être relativement court soit optimisé sur ces produits. Donc, on veut que la durée de vie des produits soit plus longue. On veut que ces produits soient éco-conçus, soient donc durables et d'une qualité augmentée, c'est important, et qu'on puisse continuer à prendre en compte la prise en compte individuelle de la personne. Donc, quand vous rentrez dans cette logique-là, vous recherchez des produits beaucoup plus qualitatifs. Donc, ils sont plus chers. Mais ce n'est pas grave, parce que comme vous les utilisez sur plusieurs usagers, vous les utilisez sur leur durée de vie complète. Donc, finalement, le coût, le revenu par produit, il est plus pertinent. Et c'est ce modèle-là qui nous a inspirés, parce qu'il tire l'offre des produits de façon qualitative, il oriente le marché vers de l'éco-conception, de la durabilité, alors que sur le marché français, on a plutôt été dans une logique de consommable. Produits de médiocre qualité, mais jetables en quelque sorte. Alors, ce n'est pas terrible non plus pour l'environnement. Donc, je voulais insister là-dessus parce que c'est là-dessus que s'est fondé ce modèle et que l'opportunité finalement économique, elle n'est pas sur la dimension médico-sociale que porte AIMA Autonomie, puisque ça, c'est une meilleure réponse médico-sociale du système de santé français pour les aides techniques. Donc, on va vers une logique, en quelque sorte, d'un commun de santé. C'est la Sécu aujourd'hui le département, mais demain peut-être la sécurité sociale, qui prend en charge ce dispositif. Mais en revanche, parce que autour de l'économie de la fonctionnalité, parce qu'on va nous créer une demande beaucoup plus forte en produits qualitatifs, on va créer une demande aussi en réparation, hygiénisation, maintenance de ce matériel sur l'intégralité de sa durée de vie. En fait, on crée de l'activité. Et cette activité, AIMA Autonomie la sous-traite en quelque sorte, puisqu'on est en partenariat avec AIMA, qui eux ont un atelier de maintenance, etc. Et là, effectivement, on achète des produits reconditionnés et on achète de la prestation de reconditionnement à AIMA, qui eux ont créé un atelier, donc ont créé de l'activité économique territoriale autour de cette organisation. Voilà. Oui, d'où l'enjeu effectivement de sensibiliser les gens à l'écart entre le coût d'achat qui pourrait paraître important, mais aussi
mais le comparer au coût de concession global en fait sur l'utilisation du produit. Est-ce que Sébastien, on a Isabelle qui avait levé la main. Isabelle, ça répond entièrement à ta question ou tu voulais préciser Oui, c'était ma question, c'est cette histoire de faire évoluer finalement les mentalités, non pas sur le coût d'achat à un moment donné, mais sur le coût global, hein, le total cost of ownership en anglais, là, qui permet finalement de se rendre compte qu'on a plus intérêt à acheter quelque chose qui va durer dans le temps, où on va optimiser le taux d'usage par l'accès à l'usage et pas par l'accès à la propriété. Et ça, culturellement, je pense que voilà, ça a dû être un challenge de faire comprendre aux financeurs cet aspect-là, parce qu'il y a une habitude de regarder le coût à un moment donné et pas de regarder de façon plus sur une temporalité plus importante. Oui, on y travaille depuis 2016, donc c'est te dire que le challenge continue. Alors, il y a des étapes qui ont été franchies. Ça a été maintenant admis. Il y a eu le rapport qu'on appelle Chevalier, enfin de Normandie Chevalier, qui a été produit depuis, qui reprennent les constats qu'on a pu faire, le GIHP et nous. Voilà. Et donc, alors aujourd'hui, on est toujours en phase d'expérimentation, mais cette fois-ci, tout le monde a admis que l'ergothérapeute dans le dispositif est essentiel. Donc, voilà, on expérimente actuellement comment les ergothérapeutes vont pouvoir intervenir plus massivement dans ces attentes et ces demandes usagers sans être des restes à charge financiers considérables et générer ces renoncements à. Donc ça, c'est le premier point, mais c'est plutôt très actif, hein. Il y a différentes expérimentations en cours aujourd'hui sur l'ensemble du territoire qui vont dans le bon sens. Là, on travaille actuellement à la réflexion avec le département sur un CEPOM. On a intégré, à travers une fiche action, on a intégré avec le tout récent plan anti-chute, demandé par le ministère auprès des régions. Donc, on a intégré, on a été retenu, notre plan d'action notre fiche action a été retenue pour intégrer le plan anti-chute au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre proposition va prendre du sens aussi dans ce sens-là. On est en train de chercher, ils ne sont pas nombreux, on est en train de chercher des fabricants qui seraient prêts à s'inscrire dans cette logique d'éco-conception, etc. C'est difficile pour eux aujourd'hui parce que le marché français n'est pas très ouvert à ça pour l'instant. En fait, la demande est massivement autour des produits remboursés par la sécurité sociale. Donc, il faut qu'on arrive à ouvrir un peu montrer qu'il y a une autre façon de consommer ce genre de produit de façon plus durable et éco-responsable. Et on le voit, nous, dans notre demande auprès des distributeurs auxquels on achète du matériel, on leur achète du matériel qu'ils n'ont pas coutume de vendre de façon importante, puisqu'on sort de la liste des produits remboursés. Nos critères, nous, sont beaucoup plus ergonomiques et qualitatifs. Donc, voilà, on est amené à leur acheter des produits qu'ils ont moins l'habitude de vendre. Donc, ça leur va bien. On n'est pas en concurrence au contraire, mais d'essayer de proposer une autre façon de vendre les produits. Alors, certes, j'ai deux questions, enfin, j'ai deux mains levées dans l'Assemblée et des questions écrites. On va commencer par les mains levées qui sont levées depuis un moment. Alexandre Erdogan. Bonjour à tous. Oui, Alexandre Erdogan, donc la société Erdogan. Je ne sais pas si Eric nous connaît de près ou de loin. Donc, on est fabricant de matériel paramédical. Moi, j'ai une question, mais je pense que ça rejoint un peu la question de Gaël. C'est qu'effectivement, moi, je trouve que la démarche est super. Ça coule sous le sens. Mais par contre, ça va un peu en opposition avec le nouveau règlement européen concernant les dispositifs médicaux qui contraint le fabricant à porter la responsabilité du produit. Et demain, comme vous êtes la personne qui va remettre en état, qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est vous ou est-ce que ça va être le fabricant? Et ça vient un peu en opposition à comment a été construit le règlement, c'est que la personne qui fabrique prend une responsabilité sur le produit. Et là, il y a quelque chose, il y a une vraie question à ce niveau-là. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je serais ravi qu'on y travaille ensemble. Alors, sur la dimension AIMA autonomie, nous, on n'est pas concernés, si tu parles par la dimension industrielle. La traçabilité du produit, voilà. Et après le suivi du produit, la responsabilité sur le produit. Il arrive quelque chose, le produit casse, le patient se blesse, qui prend la responsabilité? Et le règlement essaye de structurer les choses par rapport à ce qui a pu se passer.
sur d'autres types de produits, mais il contraint énormément les fabricants sur la responsabilité de la création, du développement et comment ils voient les choses. Et ton association, ton entreprise devient un intermédiaire entre les deux et qui prend une responsabilité par rapport à ça. Et je pense qu'il faudrait que ça soit vu, c'est une vraie question, je pense. Oui, tout à fait, mais sur laquelle je crois que les choses n'ont pas été complètement tranchées et que aujourd'hui, les fédérations de représentants de fabricants sont assez vent debout sur les dispositifs qui sont en train d'être proposés. Nous, on regarde ça. Je dirais, nous, on regarde ça comme un client, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement concerné. À IMA Autonomie, on achète des produits. Donc, la responsabilité aujourd'hui du fabricant qui est engagé à travers son réseau de distributeurs, lorsqu'on achète les produits, nous, on a des responsabilités civiles, mais on achète un produit qui est garanti 2 ans, et ensuite qui va répondre à des couvertures. Là où aujourd'hui, il y a encore une nébuleuse, mais qui ne nous concerne pas, nous, directement, puisqu'on ne revend pas le produit, mais nous, on achète un produit pour le mettre à disposition finalement de l'usager. Mais on reste propriétaire de ce produit, on en reste responsable, en lien avec les garanties fabricants, etc. Et on change le matériel s'il n'est plus… Mais il y a aujourd'hui encore, parce que ce n'est pas tranché, il y a la FNOR qui a beaucoup travaillé. Claude Dumas, mon associé, a fait partie des tables rondes de la FNOR. Je sais que ça reste à clarifier. Moi, je n'ai pas les réponses aujourd'hui sur ces sujets-là. On est très en attente, en fait, de ces décisions qui vont conditionner aussi un petit peu la manière de fonctionner. Mais ça va concerner plus, je pense, la revente. De mon point de vue aujourd'hui, plus des gens qui souhaitent revendre des produits en seconde vie. Là, effectivement, il y a encore des choses à clarifier et qui ne me semblent pas toujours aller dans le bon sens actuellement. Est-ce que vous êtes en lien avec l'ADEME et la REP qui est en train de se créer, en fait? Parce que là, le business model, il est en train de changer. Oui, non, mais le business model… Alors, moi, je suis en lien avec Arnaud Valdelia parce qu'ils réfléchissent aussi à l'intérêt de la REP, mais c'est vrai que c'est un secteur très particulier et que peu de gens connaissent réellement dans les mécanismes. Donc, j'échange avec Valdelia aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce qu'il faut vraiment une REP ou est-ce qu'il faut que ce soit… Je ne sais pas, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce qu'il faut que ce soit simplement que les fabricants et la réglementation soient adaptés à un nouveau système de mise à disposition plus éco-responsable, plus durable, etc. Parce que l'enjeu, il est là. Et moi, je pense que tous les fabricants, on en a un ici, Erdogène, enfin, tous ces gens sont des gens responsables et qui sont un peu contraints par un dispositif aujourd'hui marchand qui a été en fait imposé. C'est un système d'État. Je vais dans le sens, Eric, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le système est fait par rapport à un remboursement sécu, mais c'est un système pharmaceutique qui est complètement figé. Mais pour faire évoluer le système, je pense qu'il va falloir… Je trouve que en plus, c'est le bon sens. Et en plus, c'était comme ça à l'époque. À l'époque, beaucoup de produits étaient loués par les pharmaciens. Donc, ça a changé avec le temps, avec des remboursements, le produit, où on était propriétaire du produit. Mais je trouve que la démarche est bonne. Et c'est bien que le département et la région vous soutiennent là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir des oppositions de contraintes par rapport à certains lobbyistes ou par rapport à d'autres façons de penser ou de voir les choses. Et en plus, à l'échelle européenne, comme maintenant, on ne raisonne plus en termes français, on raisonne européen, il va falloir qu'on soit tous de la même manière de penser de façon européenne. Mais de toute façon, ça va aussi dans votre sens parce qu'ils veulent aussi qu'on soit de plus en plus dans l'économie circulaire. Donc, il y a… Oui, je pense qu'il y a… Moi, ça a été tenté… Moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut que si quelque chose arrive à émerger, ça se fera ensemble. Je ne suis pas en opposition avec la distribution ou les fabricants, et ce serait d'autant plus aberrant que, en fait, nous sommes très en retard. C'est ça, toutes les études de marché, là, pour le coup, disent qu'en niveau de taux d'équipement, on est très en retard. Donc, améliorer le dispositif, le rendre plus accessible, faire en sorte…
démocratiser l'usage de ces aides techniques. Enfin, je donne juste un exemple parce que moi, il m'avait choqué. Vous savez, ces petits dispositifs de circulation douce que sont les scooters, les petits scooters tricycles électriques, etc. Le parc en usage en France, il tourne entre 25 000 et 30 000 matériels. Nos voisins anglo-saxons, même type de population, etc., ils en utilisent 17 fois plus. Il y a 350 000 de ces matériels qui roulent. Il y a un rapport aussi à l'objet qui a été très stigmatisé en France, etc. Tout ça doit effectivement bouger. Éric, peut-être qu'on peut recentrer sur le… on pourra peut-être éventuellement revenir sur les questions de réglementation après. Donc, j'en profite peut-être, on peut répondre rapidement à 2 questions en les groupant. Les questions de Corinne et Mathilde qui demandaient combien de bénéficiaires, quelle durée pour cette expérimentation et est-ce que cette offre s'adresse exclusivement au territoire 64? Donc, on peut peut-être répondre rapidement à ça et ensuite très brièvement, enchaîner. Alors, très brièvement, là, en 9 mois, nous avons équipé 500 personnes, ce qui correspond à peu près à 1500, j'arrondis, mais 1500 aides techniques mises en place. Voilà, nous avons un engagement avec le département pour 1000 personnes sur 2023 et on est en train de travailler sur un CEPOM pluriannuel pour développer. Pour nous, aujourd'hui, parce qu'on se positionne uniquement sur les produits hors LPPR aujourd'hui. Donc, puisqu'on part du principe que c'est le département qui finance et pas la sécurité sociale aujourd'hui, d'accord? Donc, la sécurité sociale, à partir du moment où il y a une ordonnance, que le produit a été réputé convenir par un ergothérapeute. C'est-à-dire que, par exemple, l'ergo dit le produit Sécu correspond. Là, on va laisser les choses se faire traditionnellement. Il y a un remboursement sécurité sociale à 100%, pas de reste à charge pour la personne, tout va bien. Lorsqu'on considère que le produit à proposer est un produit qui a un reste à charge trop important et que la personne va renoncer à s'équiper, à ce moment-là, nous, on va le prendre en charge, on va le proposer. Donc, on va l'acheter en fait à un distributeur, mais on va acheter, nous, en fonction de nos critères. C'est nous qui passons la commande et on va fournir ce matériel. Et que lorsque le produit n'est pas à la LPPR, et c'est le cas de la quasi-totalité des équipements de sécurisation de salle de bain, par exemple, ce n'est pas forcément du matériel toujours très très cher, mais enfin bon, un bon siège de douche, ça peut coûter assez rapidement 100 ou 150, des planches de transfert adaptées, etc., ça peut être un peu d'argent. On s'adresse à des populations très fragiles économiquement, personnes âgées, petites retraites, souvent des femmes veuves, donc dans ces cas-là, on va prendre en charge. Et on achète, nous, sur les réseaux de distribution. Il y a une question aussi sur les aides publiques personnalisées. C'est Marie qui dit, mais n'y a-t-il pas un risque que des aides publiques personnalisées ne soient pas facilement réattribuables à un bénéficiaire au-delà? Attendez, je ne comprends pas bien. Aide technique personnalisée, pas aide publique. Oui. Aide technique, pardon. Ah, oui. OK. En fait, vous savez, alors on parle d'aide technique personnalisée, c'est d'adapter le dispositif à la personne, c'est de sortir de dispositifs ultra standardisés qu'on rencontre un peu trop souvent, mais pour autant, on n'est pas forcément non plus dans du traitement de handicap très lourd. Puisqu'on travaille sur les personnes âgées, je le rappelle, on ne travaille pas aujourd'hui sur les personnes handicapées. C'est un dispositif différent sur les personnes handicapées. Donc, on est plutôt sur du matériel, en fait, adapté au logement, adapté aux besoins de la personne, adapté aux conditions de vie. Bon, ça, ce sont des choses qu'on retrouve assez fréquemment. On sort de la logique de standard, mais quand on dit un produit adapté, c'est un produit adapté au poids, à la morphologie de la personne. Je vais prendre un exemple très, très simple pour que si vous prenez un fauteuil releveur, un fauteuil releveur standard, il a certaines dimensions. Nous, on a été confrontés à des problèmes quand on propose, quand c'est thérapeutiquement important d'avoir un fauteuil releveur. On s'est rendu compte que sur le Pays Basque, la veuve de 85 ans, en moyenne, elle mesure 1,61 m et puis elle n'est pas bien lourde, et que sur le fauteuil releveur standard, ça ne convient pas. Ça ne convient pas parce que les assises sont trop profondes, parce que c'est là qu'on va personnaliser. Il y a des fauteuils releveurs qui sont adaptés, ils ne sont pas au même prix.
Et des fois, il y a des renoncements à équipement parce que, évidemment, comme ce n'est pas standard, c'est un peu, voire beaucoup plus cher. Mais nous, on va acheter ce produit-là adapté. Maintenant, il est adapté pour cette personne. Des personnes d'1,61 m et ayant 85 ans, il y en a. Donc, oui, c'est réemployable. Et du coup, peut-être qu'on peut aussi évoquer la coopération avec tout l'écosystème, puisque tout ce qui est accompagnement des personnes âgées et personnes en perte d'autonomie, on peut effectivement se douter qu'il y a beaucoup de monde dans la boucle. Et donc, est-ce que tu peux peut-être revenir sur voilà, comment s'opère la coopération avec aussi les autres intervenants à domicile, avec les services hospitaliers? Voilà, est-ce que tu peux peut-être comment ça se passe? Ça s'articule plutôt bien puisqu'on amène une brique en fait de compétences et de connaissances que les autres services n'ont pas. Alors ça, c'est pour la partie évaluation sociale, par exemple, les aides personnalisées à l'autonomie qui accompagnent en aide humaine financièrement à domicile. Là, en fait, ce sont des gens qui ignorent la plupart du temps quasiment tout de ce que peut être une aide technique correctement adaptée. J'en parle d'autant plus facilement que j'ai développé un réseau d'aide au maintien à domicile en aide humaine et que, effectivement, en rencontrant Claude, je me suis rendu compte à quel point on avait une méconnaissance absolue sur les aides techniques adaptées. Donc, on travaille en très forte collaboration avec toutes ces personnes qui nous signalent lorsqu'ils ont une suspicion de perte d'autonomie qui pourrait être compensée. On intervient. Ça, c'est le premier volet. On intervient aussi, bien sûr, avec tous ces intervenants médico-sociaux qui interviennent à domicile, les infirmières libérales, les kinés, etc., qui peuvent nous solliciter. Et puis, dans 50% des cas, on intervient surtout aussi en sortie d'hospitalisation. Parce que le scénario le plus classique, ce sont des personnes qui vivent à domicile sans aucun problème, de façon très autonome, et qui, suite à une pathologie, mais plus souvent encore suite à une chute, vont faire un passage à l'hôpital et avoir une chute qui génère des conséquences de perte d'autonomie. Et là, on intervient, nous, en lien avec la sortie d'hospitalisation pour que ça se passe au mieux. Et là, pour le coup, c'est très apprécié des services hospitaliers parce qu'on fait le lien qui manquait souvent, trop souvent, ce fameux lien hôpital-ville que l'HAS, la haute autorité de la sécurité de la santé en France, avait déjà signalé il y a des années dans une étude la nécessité d'améliorer ce lien hôpital-ville de façon à limiter ce qu'ils appellent les patients boomerang, c'est-à-dire ces retours à domicile qui se passent mal et qui se traduisent par des retours à l'hôpital. Voilà. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas simplement des personnes qui mettent à disposition des objets, vous faites, vous mettez de l'huile dans les rouages en fait entre toutes ces personnes aussi. Vous êtes garant de ces relations de coopération entre les acteurs, quoi. Là, on voit clairement aussi une valeur ajoutée de votre modèle qui est justement dans ce garant du lien dans la chaîne de soutien de ces personnes, quoi. Oui, alors garant, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on en est à ce stade-là, mais en fait, effectivement, c'est un lien et c'est un regard de professionnel qui manquait en fait dans les dispositifs complets. Et souvent, on est plutôt bien accepté en coordination de ces affaires-là parce qu'il n'y a pas on n'est pas dans des logiques concurrentielles. Donc, bon, voilà, notre appréciation est plutôt acceptée. Donc là, je vois que le temps file. Peut-être qu'on peut passer. Peut-être que tu peux. On a juste une question d'Isabelle Garot sur comment financez-vous le stock initial des aides techniques pour pouvoir avoir une offre qui réponde aux besoins à court terme. Mais aujourd'hui, en fait, on le finance sur des. Alors, on a démarré ça avec des fonds propres. Aujourd'hui, pour aller vers nos objectifs qu'on estime à être environ 2000 sur les Pyrénées-Atlantiques, on est en recherche de soutien financier sur la partie investissement. Voilà. Ouais. On a un parc actuellement qui tourne, hein, qu'on a pu autofinancer sur fonds propres au départ. On a été accompagné aussi sur il y a eu des petites aides au niveau de la région pour l'instant sur l'innovation sociale, etc. Enfin, il y a eu différents dispositifs. Bon, là, maintenant, on arrive à un changement d'échelle qui va supposer qu'on
qu'on trouve une aide au financement, investissement pour pouvoir prendre en charge plus de personnes. De toute façon, c'est clairement l'objectif là maintenant, c'est comment on vise la pérennité, comment on accompagne aussi d'autres acteurs sur d'autres territoires pour déployer des solutions similaires. Enfin, il y a cet enjeu de, on a prouvé que cette expérimentation marche, on a fait la preuve de concept d'une certaine manière, et comment maintenant, effectivement, on pérennise par effectivement le financement de stock de départ et aussi voilà, le déploiement dans d'autres territoires. Monsieur Oliva, peut-être vous avez une question? Oui, alors j'ai une question. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, nous sommes une entreprise à but d'emploi sur Pau, donc Pyrénées-Atlantiques aussi. Donc, entreprise à but d'emploi, c'est le dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui est en expérimentation ici. Donc, nous, on doit générer des emplois en fonction des compétences des chômeurs de longue durée qui sont volontaires et en parallèle des besoins spécifiques au territoire. Donc, il nous est remonté, entre autres, des besoins sur le matériel médical, des stocks qui sont à certains endroits. On a compris qu'il y avait quand même des contraintes réglementaires de remboursement, etc. Donc, ma question, c'est si nous, on veut contribuer et créer de l'emploi là-dedans, créer du service, quelles seraient les étapes importantes pour dupliquer votre action, coopérer avec vous? La première, ce sera qu'on se rencontre sur Pau. Vous n'êtes pas bien loin. Moi, je suis à Haut-Serein. Donc, et puis, on a un ergo qui travaille avec l'hôpital de Pau, qui est en coordination sur Pau. Bon, là, ce serait un peu trop long, hein, mais oui, alors avec plaisir, on peut se rencontrer. Je suis déjà en échange avec un territoire de la Vienne, qui est en territoire zéro chômeur aussi. Bon, c'est une opportunité, effectivement, d'exploiter des compétences existantes sur le territoire et autour de ce projet-là. Ouais. Je pense qu'il y a des opportunités, mais il faut qu'on en parle un peu dans le détail. Parce que nous, on porte la dimension médico-sociale, c'est-à-dire qu'on ouvre une porte. Après, derrière cette porte, il y a la faculté de travailler sur la remise en état, l'hygiénisation, etc. Mais comme le disait l'intervenant Erdogène, on est là actuellement dans un périmètre qui est en train de se normaliser avec des choses qui bougent. Puisqu'en fait, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est qu'il y a eu un décret, il y a eu une loi de finances de sécurité sociale a admis par décret qu'il y aurait la possibilité d'avoir des remboursements de sécurité sociale sur certaines aides techniques de seconde vie. Bon, c'est une sacrée révolution, mais donc tout ça est en train de se mettre à plat. Ça y est, hein, ça va être normalisé, je pense, là, dans les mois qui viennent. C'est clair des contraintes, des règles, etc. Et c'est autour de ça que, peut-être ou pas, pourront s'organiser effectivement des activités de reconditionnement de matériel. Mais ça, on peut en parler en détail, mais c'est dans bonne voie. Hein. De toute façon, les décrets ont été passés. On attendait encore les produits réellement concernés, la tarification aussi de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'ils vont prendre en charge? Parce que ça va définir aussi le modèle économique pour un certain nombre de personnes. Bon, tout ça va arriver là dans les semaines ou mois qui arrivent. Donc, on peut en parler, oui, on peut réfléchir à ça. Parce que ce qui est intéressant dans notre dispositif, c'est que on nous rebascule les coûts du chômage. Là aussi, c'est une innovation sociale parce qu'en fait, on nous rebascule les 20 000 euros de dépenses cumulées qui sont à différents niveaux du RSA, de l'accompagnement pour l'emploi, etc. Ils sont injectés directement dans une entreprise qui coopère avec le territoire. Du coup, ça rebat les cartes sur les modèles économiques, c'est-à-dire qu'on peut refaire des réparations, des reconditionnements, des choses qui ne seraient pas rentables normalement. Nous, ça peut passer parce que on est financé à 70% par l'État. Donc voilà, on peut aller sur des terrains de transition écologique, d'action sociale par ce dispositif-là aussi. Mais on en parlera parce que je connais le dispositif. Hein, pour avoir travaillé sur d'autres sujets, dans un autre temps, en Normandie là-dessus. Donc, je connais le dispositif. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, mais je pense que vous aussi, mais c'est au-delà de ce dispositif qui peut être amorçage, derrière, c'est comment on crée de l'activité pérenne. C'est ça qui est intéressant. Sur les territoires, pour moi, il y a une possibilité de créer de l'activité pérenne qui soit ensuite autonome économiquement. Et ça, c'est possible.
Bon, il est 9h45. Écoutez, peut-être qu'il est temps de passer à la synthèse, sauf s'il y a encore une dernière question, mais je pense qu'on va rapidement conclure. C'est bon. Ok, très bien. Merci pour tout ça, Merci Eric. beaucoup, Et donc, Eric. je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein. Quand on l'avait préparé avec vous, il y a plein de choses que vous avez évoquées dans la préparation, donc on n'a pas pu aborder. Si vous voulez bien, je vais juste partager ce que j'ai noté comme étant vraiment prégnant dans votre témoignage. Alors, c'est qu'un expurgé, hein, on est d'accord, hein, c'est pas, il n'y a pas forcément tous les éléments, mais un peu ce qui ressortait de ce que vous avez évoqué. Alors, la première chose, c'est que ce qu'on retient de votre activité aujourd'hui, finalement, elle a été déclenchée par des constats multiples qui étaient finalement ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire des effets qui étaient non intentionnels venant d'un acteur et qui finalement créent un impact négatif. Donc, vous avez parlé du marché contraint, c'est-à-dire où en France, on est sur un catalogue restreint, on est sur de la propriété, pas sur de l'accès à l'usage, et avec l'idée qui est de zéro de prise en charge. Et puis, vous avez aussi évoqué le fait de différencier en fonction de l'âge l'approche que l'on va avoir de la personne en perte d'autonomie ou de mobilité. Tout ce qui tourne autour aussi de la profession d'ergothérapeute, qui est reconnue comme essentielle dans cette problématique-là, mais qui finalement n'est pas insuffisamment reconnu en dehors du milieu hospitalier. Le constat que finalement, il y avait des choses qui étaient mises à disposition des utilisateurs, des bénéficiaires, mais qui finalement ne répondaient pas vraiment à leurs besoins. Et quand c'était mis à disposition, finalement, il y avait un temps d'usage qui était assez réduit, qui faisait que cette aide technique, elle finissait dans les placards, voire à la déchetterie. Donc tout ça vous a amené à produire cette offre qu'on va qualifier d'intégrer produit-service. Ça, c'est extrêmement important, hein, dans le référentiel de l'économie de la fonctionnalité que l'on porte. C'est effectivement que finalement, ce que j'ai mis en deuxième, hein, le produit est au service du service et non pas une fin en soi. C'est pour arriver à un effet attendu et un bénéfice pour le bénéficiaire, entre autres. Et du coup, ça nous fait penser à une approche plutôt en sphère fonctionnelle, hein. Vous l'avez évoqué, vous avez dit, moi, je n'aime pas le terme de maintien à domicile et plutôt l'autonomie. On est même plus sur le bien vieillir, on y reviendra après, hein, dans votre approche, et vous intervenez dans l'idée du bien vieillir. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi l'alimentation, etc. Mais surtout ce qui est lié au bien vieillir, vous êtes vraiment dans cette position-là. Puis le troisième aspect aussi dans votre offre, c'est cette notion de relation de service, c'est-à-dire que vous proposez une offre, mais qui va s'adapter à chaque fois en fonction de qui vous avez en face de vous, à savoir évidemment le bénéficiaire final, mais aussi tout son entourage. Ça peut être ses aidants proches de sa famille, comme les autres acteurs. Et donc, c'est jamais exactement la même chose. Il y a une ligne de conduite, mais grosso modo, vous allez toujours essayer de coller le plus possible à la personne. Et vous n'avez pas évoqué ça, mais il y a aussi cette problématique de traiter le déni. On ne l'a pas trop évoqué, mais quand on l'avait préparé, vous l'aviez dit, et je trouve que ça résonne aussi beaucoup avec la relation de service. Il va y avoir des personnes qui acceptent leur situation et qui acceptent de l'aide, et puis il va y avoir des personnes qui refusent leur situation, qui sont dans le déni, et là, vous allez rentrer aussi dans cette notion de relation de service, vraiment les accompagner de façon très individualisée. Ouais. Troisième aspect, c'est tout ce que votre offre produit finalement comme effet utile sur l'écosystème et notamment des effets qui sont au-delà de la personne qui est concernée. Vous avez parlé des développements d'activités économiques locales, on vient juste de l'évoquer avec le précédent interlocuteur. Ça fait effectivement, ça mobilise des acteurs de l'insertion ou des acteurs autour du bassin de vie qui peuvent finalement contribuer à votre offre, et du coup, ça leur crée de leur activité économique très locale et localisée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ça permet aussi de voir que l'ergothérapeute a une opportunité en dehors du milieu hospitalier, même si c'est encore peu reconnu, mais de par votre expérience, on voit bien que ça permet aussi à l'ergothérapeute d'envisager son métier en dehors de l'hôpital. Ça peut aussi, alors c'est dommage, il est parti Alexandre Derdegene, mais les amener à réindustrialiser une partie de fabrication d'aides techniques de meilleure qualité sur le marché français pour pouvoir correspondre aux vrais besoins. Bien sûr, des personnes seront mieux accompagnées. Bien sûr, une approche sur la réduction des déchets, puisqu'on va optimiser l'usage
de l'aide technique. Et puis, vous avez aussi évoqué cette notion de lien renforcé avec l'hôpital, hein, puisqu'il y avait un peu ce trou dans la raquette où finalement vous vous positionnez sur le patient qui va rentrer chez lui et sur lequel, grosso modo, vous allez être ce lien et s'assurer que sa vie à son domicile, elle est tout à fait faisable par ces aides techniques. Il y a aussi cette approche très systémique. On n'en a pas trop parlé, mais on le lit au travers de tout ce que vous dites, hein. C'est de vraiment essayer dans votre approche de sortir d'une approche encore en France, en tout cas sur ce sujet-là, très silotée, et a donc une difficulté à être finalement très pertinent, très, très efficace dans cette notion du bien vieillir. Et on voit que c'est par la coopération finalement, c'est en travaillant avec différents acteurs et en vous positionnant vous un peu comme un catalyseur. Alors vous n'avez pas voulu le terme garant, mais quand même un acteur de la coopération assez pivot. Si on n'est pas garant, vous êtes pivot là-dessus. Et ça permet finalement de façon, je dirais, automatique de créer cette approche systémique. Donc de casser petit à petit les silos. Je ne dis pas que c'est facile et vous l'avez bien dit, mais grosso modo, ça permet d'aller vers ce schéma-là et c'est super important. Et puis, sur les enjeux que vous rencontrez, hein, on a évoqué la réglementation qui est en train d'évoluer auprès des fabricants qui, pour vous, est un enjeu effectivement à se positionner par rapport à ça. Il y a aussi cet enjeu de faire évoluer le rapport à l'objet. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre ce qui se passe sur une aide technique particulière en Angleterre et chez nous. Parce que quelque part, on est dans l'objet et on n'est pas sur l'effet attendu, sur le bénéfice qu'on cherche à avoir. Et du coup, c'est encore pour vous un gros travail d'évangélisation des différents acteurs, des sujets de financement pour faire grandir votre parc. Ouais. Et puis, cette notion, effectivement, d'essaimer. Alors moi, j'aime pas trop le terme dupliquer parce que votre modèle n'est pas duplicable, mais en tout cas, il est partiellement duplicable, mais chaque territoire a sa spécificité. Et le fait d'essaimer, c'est plus de dire, vous arrivez avec quelque chose et il va falloir un petit peu l'articuler, l'adapter en fonction des acteurs en présence, des acteurs publics comme des acteurs associatifs qui peuvent être contributeurs à votre offre globale. Et ça, effectivement, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour la suite. Voilà, grosso modo, ce que j'ai retenu. Est-ce que ça résume un peu tous les points que vous avez évoqués? Oui, très bien, très bien. C'est vrai que certains ont été que partiellement développés, mais je pense qu'on a exprimé l'essentiel. Après, je suis à disposition de toute personne qui souhaiterait avoir des compléments d'information. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Je pense que c'est très inspirant et puis oui, ça nous questionne aussi sur ce sujet-là de l'autonomie.